Pour nous, les plateformes, à partir du moment où elles sont vertueuses, c'est-à-dire à partir du moment où elles respectent les règles du secteur, c'est un acteur comme un autre. Les plateformes ne concurrencent pas les salles, c'est pas du tout le même plaisir. Voilà, il y a une dimension collective et rituelle dans la salle de cinéma qui n'y aura jamais avec une plateforme. Bienvenue sur le plateau de Profession Culture. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Pascale Hannoyer. Bonjour Pascale. Bonjour. Vous êtes monteuse et réalisatrice, aussi bien pour la fiction que le documentaire. Parmi vos films récents, Nous sommes vivants en 2014 et L'enfant et la nuit en 2021. Vous êtes aussi la coprésidente de l'ACID, l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion, une association qui est née en 92 pour défendre la diffusion du cinéma indépendant face aux grosses productions. Dans votre manifeste que j'ai pu lire, le mot au cœur du manifeste, c'est le mot résistance. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de cette association et pourquoi cet enjeu de résistance ? Alors, l'ACID, c'est une association qui a été créée donc par des cinéastes avec deux principes très importants. C'est d'une part la solidarité entre cinéastes et d'autre part le soutien aux films dans les salles, avec l'idée que les films doivent être vus dans les salles. Et donc, pour aider notre cinématographie, qui est une cinématographie indépendante, à rencontrer son public. Ce qui devient de plus en plus difficile, qui était déjà difficile au moment de sa création et qui est devenu de plus en plus difficile, qui n'a cessé d'empirer en fait depuis les années 90. Et je voudrais revenir donc sur ces deux principes parce que qu'est-ce qu'on fait concrètement à l'ACID ? Donc c'est des cinéastes qui se réunissent pour regarder des films et pour en choisir quelques-uns afin de les soutenir au moment de leur sortie. Et donc ça se fait en deux temps. Donc il y a un temps qui est au Festival de Cannes, qui est une section parallèle à Cannes, où il y a une dizaine de films qui, eux, arrivent là sans distributeur et qui, grâce au festival, trouvent un distributeur. Et puis, il y a aussi un temps qui se répartit tout au long de l'année pour les films qui sont proposés par des distributeurs au moment où ils vont sortir en salle. Et donc, ce qu'on fait, les cinéastes, donc on n'est que des cinéastes bénévoles dans cette association. Enfin, il y a une équipe de permanents, bien sûr, mais sinon, c'est une association de bénévoles. On choisit ces films et ensuite, on les accompagne au moment de la sortie pour leur donner plus de visibilité. Et on va même, dans toute la France, présenter les films, animer des débats, on écrit des textes. Pour donner de la visibilité à ces films. Et votre critère de sélection, c'est un critère, on va dire, technique, le fait qu'ils n'ont pas de distributeur et autres, ou c'est des vrais coups de cœur ? C'est toujours des coups de cœur parce que, en fait, c'est un vrai engagement, puisque on passe beaucoup de temps. Ça prend du temps, en fait, de défendre un film. Donc, si c'est comme on est répartis sur tout le territoire, aussi la singularité, c'est cet ancrage régional. Il y a des cinéastes qui sont, à l'ACID, il y a des cinéastes qui sont pas que à Paris, il y en a dans toutes les régions, et on est en lien avec des salles aussi en région. Et donc, ça prend du temps d'aller dans cette salle, présenter le film, animer le débat. Donc forcément, il faut avoir un énorme coup de cœur, quoi. Ça se fait pas à la légère, quoi. C'est un engagement. Dans un entretien que Profession Spectacle, que nous avions publié dans Profession Spectacle il y a 5 ans, pour les 25 ans de l'ACID, Fabiani Deschamps, qui était alors coprésidente de l'ACID, nous disait l'objectif ultime serait de ne plus exister. Est-ce qu'on s'en approche ? Bon, malheureusement, pas vraiment. C'est plutôt le contraire. Donc, ce que je disais, c'est que effectivement, ça a été créé au départ dans les années 90, et les raisons pour lesquelles l'ACID a été créé ont empiré. Et c'est le manque de visibilité donnée à nos films. Parce que pour qu'un film soit vu, il faut que les spectateurs en aient connaissance et qu'il ait envie d'aller en salle pour le voir. Et donc, malheureusement, quand on n'a pas un gros budget de communication, ce qui est notre cas, ça se fait par le bouche à oreille ou par la presse, et donc ça prend un temps, et il y a deux choses qui jouent contre les films indépendants, c'est la réduction de la durée de vie des films en salle et la concentration qui n'a fait que s'accroître des séances sur quelques gros films. C'est un phénomène qui est amplifié par le Covid, j'imagine.
puisque là, dans un entretien que j'ai eu récemment avec Samuel Merle, qui donc est un exploitant à plusieurs salles à Paris, il disait que pour à peu près tous les films, d'ailleurs gros comme petits, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, évidemment, qu'il avait que a priori 2 semaines, y compris pour des grandes productions. Là, pour le coup, c'était tout le monde à égalité, vu l'embouteillage des films aujourd'hui à la sortie. Il y a énormément de films qui sortent, qui n'ont pas pu sortir pendant 2 ans, donc ils se retrouvent tous là. Est-ce que finalement la difficulté de diffusion des films aujourd'hui n'est pas la même entre grosse production et petite diffusion? Non, on peut pas dire que ce soit la même. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà avant la pandémie, donc en 2019, 80% des films étaient distribués par des distributeurs indépendants, mais ils avaient seulement 32% des séances. Et en fait, ce qui se passe, c'est le problème de la multidiffusion, c'est-à-dire que par exemple, des salles vont diffuser, des cinémas vont diffuser le même film sur plusieurs salles. Et donc, en fait, c'est même pas... et plus le nombre de copies qui augmente pour les gros films. Donc, ce qui fait que le nombre de séances à se répartir entre distributeurs indépendants est bien moindre. Et ça a été accru avec la pandémie. Ce qui s'est passé, c'est que... en 2020, les studios américains n'ont pas sorti de films. Ils ont retardé la sortie de leurs films et ils ont commencé à les sortir en septembre 2021. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ils écrasent tout le reste de la distribution, en fait. Et eux, ils jouent justement... Enfin, c'est des films où il y a énormément de copies et de la multidiffusion. Donc, ils laissent très peu d'espace aux autres films. Et d'ailleurs, le président des cinémas, Pathé Gaumont, lui s'est félicité en disant qu'avant la pandémie, les 10 premiers films faisaient 24% des entrées et qu'aujourd'hui, ils en font 35%. Et lui, il voit ça... Donc lui, il se réjouit qu'un petit nombre de films emporte plus de parts. Voilà, lui, il voit ça positivement. Alors même qu'il y a plus de films diffusés. Alors, en nombre de films, finalement, l'étude de l'ADRC sur l'année 2021... L'ADRC ? Alors, justement, ça correspond pas exactement dans le même ordre. C'est l'agence de diffusion du cinéma en région. D'accord. Et donc, elle fait des études, elle fait un baromètre sur les entrées en salle. Et pour 2021, à périmètre égal, en fait, sur la durée d'ouverture, il y a une croissance seulement de 10% du nombre de films par rapport à avant la pandémie. Par contre, il y a une augmentation des films à plus de 400 copies. Et en termes de nombre de films par semaine, il y a que un film de plus par semaine en moyenne par rapport à l'avant-pandémie. Donc c'est pas forcément le nombre de films, mais si certains films concentrent une majorité de séances, ça fait moins de visibilité, moins d'espace pour les autres films. Dans un communiqué récent relayé par la CIL, vous évoquez une inégalité de traitement entre l'aide apportée aux salles et celle apportée aux artistes et aux producteurs. Quelle est la situation à ce sujet ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les salles ont été beaucoup aidées. Il y a eu un plan d'aide du CNC pour le secteur, mais qui s'est concentré principalement sur les salles pour compenser effectivement la fermeture. Et ce qu'on déplore, en fait, c'est que cette aide n'a pas reflété le partage du billet qui, normalement, revient à 50% aux exploitants et à 50% aux ayants droit, c'est-à-dire aux distributeurs qui ensuite le répercutent aux producteurs et aux auteurs. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les distributeurs sont fragilisés, ce qui forcément se répercute sur la création, puisque on a des échos comme quoi certains distributeurs diminuent leur minimum garanti, donc ce qu'ils investissent avant le tournage du film, ce qui forcément a un impact sur, par exemple, la durée de tournage, la durée de montage, de mixage, et avec le risque même qu'il y ait des films qui ne se fassent pas. Donc un risque pour la création et même l'émergence de nouveaux cinéastes.
Et j'aimerais vous interroger aussi sur deux enjeux actuels. D'une part, on a parlé donc de la diffusion face aux mastodontes, que sont notamment les studios américains. Mais il y a aussi une autre émergence, c'est celle des plateformes, surtout à l'ère de la pandémie, qui a vu une intrusion massive des plateformes dans le champ culturel français. Depuis quelques années, on observe un glissement. Enfin, vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais du moins, j'observe un glissement qui passe par la sélection de films Netflix en festival, qui passe par l'achat de films indépendants qui sont accueillis par les plateformes. Je pense par exemple au cinéma de Truffaut, qui a été intégré sur les plateformes. On a eu le fameux dit festival Netflix, qui n'est pas un festival, mais bon, qui a vu le soutien de réseaux importants comme MK2 ou Utopia pour la diffusion de films Netflix, donc. Et là, plus récemment, toute la corporation s'est félicitée du nouvel accord sur la chronologie des médias, mais qui marque en même temps un rétrécissement des créneaux, léger certes, mais enfin léger, ça dépend, mais en tout cas qui marque un rétrécissement des créneaux. Et on se dit, est-ce que finalement la diffusion aujourd'hui du cinéma en salle n'est pas un peu condamnée à moyen terme? Alors condamnée pas de manière absolue, il restera toujours des salles, mais est-ce qu'il n'y a pas en fait au final 40 ans de combat à venir pour l'acide? En tout cas, sur les plateformes, pour nous, les plateformes, à partir du moment où elles sont vertueuses, c'est-à-dire à partir du moment où elles respectent les règles du secteur, c'est un acteur comme un autre. Il n'y a pas tellement de différence avec une télévision payante. C'est un moyen de donner accès à des films supplémentaires. Mais pour ça, il faut qu'elles respectent effectivement la chronologie des médias. Et effectivement, Netflix est la première plateforme qui signe un accord où elle s'engage à respecter cette chronologie et où il s'engage aussi à investir dans le secteur pour financer des films. Donc, ça devient un acteur du secteur. Ces montants sont pas mirobolants, mais c'est un premier pas. Et effectivement, pour nous, les plateformes ne concurrencent pas les salles, puisque c'est plutôt... si on devait chercher une concurrence, ce serait plutôt avec les télés payantes, la VOD. Ce qui se passe sur la chronologie des médias, donc elle est renégociée tous les 3 ans. Mais en fait, là, la fenêtre salle n'a pas été réduite. Elle est toujours de 4 mois. Elle était de 4 mois, elle est restée à 4 mois. Ce qui a été réduit, c'est la fenêtre Canal+, VOD, DVD. Netflix. Voilà. Et ensuite, les intervenants arrivent plus ou moins tôt en fonction justement du montant investi dans le secteur. Donc Canal arrive à 6 mois et Netflix à 15. Voilà. Et les autres plateformes à 17. Voilà. Donc nous, par rapport à Netflix, on se pose pas la question film Netflix ou pas, c'est film de cinéma ou pas. Enfin voilà, les festivals de cinéma sont faits pour montrer des films de cinéma. En fait, ma question, c'est que vous n'avez pas l'impression que finalement Netflix, pour l'instant, négocie les accords pour pouvoir rester acteur en France, mais qu'au final, en grignotant petit à petit, tant qu'ils sont pas hégémoniques, cette plateforme-là et toutes les autres, mais tant qu'ils sont pas, ils peuvent pas écraser définitivement la chose. Mais en tout cas, pour nous, les plateformes ne concurrencent pas les salles. C'est pas du tout le même plaisir de voir un film chez soi que de voir un film dans une salle de cinéma. Même si les gens aujourd'hui s'équipent avec des home cinéma, et tant mieux s'ils voient des films dans des bonnes conditions, mais ça n'a rien à voir avec le fait de sortir de chez soi. Là, forcément, les plateformes ont profité de la pandémie parce qu'on disait aux gens, on ne peut pas leur en vouloir, sauvez des vies, restez chez vous. Donc, et puis les salles étaient fermées, donc c'était une façon pour eux de voir des films. Mais les plateformes ne peuvent pas remplacer les salles de cinéma, c'est pas la même chose. Même de voir un film en grand, mais seul chez soi, et de sortir de chez soi et de se retrouver dans une salle avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas, et voilà, il y a une dimension collective et rituelle dans la salle de cinéma qui aura jamais avec une plateforme. Et le deuxième enjeu, c'est Acide Cannes, qui est on va dire un à côté de l'Acide du reste de l'année. Vous allez retrouver le Festival de Cannes
on va dire de manière normale, puisque les années précédentes, soit il avait été décalé, soit il avait été annulé. Quelle est la perspective de la CID Cannes? Enfin, comment se passe la sélection, d'une part, oui. Et puis, parce que c'est une sélection non concurrentielle, donc c'est assez particulier, et puis qu'est-ce que vous prévoyez peut-être à Cannes, et plus au-delà, pour vos 30 ans, puisque j'imagine que ça vous fait résonner cela ensemble? Alors, la CID Cannes, il y a une spécificité de cette sélection parce que c'est une sélection non compétitive. Bon, déjà, c'est un nombre de films. On a en général 9 films sélectionnés. Et ce principe de non-compétitivité, il est très important parce que il va avec la solidarité entre cinéastes. Et avec l'idée, de la même façon que pour nous, l'importance d'un film ne se mesure pas au nombre d'entrées, il n'y a pas de hiérarchie entre les films. Enfin, voilà, un prix ne donne pas plus d'importance à un film. Donc, par exemple, on ne participe pas aux compétitions de l'Œil d'Or, de la Caméra d'Or non plus. Et l'autre chose très importante de cette sélection, c'est donc qu'elle est faite par des cinéastes. C'est un comité de sélection qui change chaque année. 14-15 cinéastes qui regardent les films ensemble, qui en discutent, discussions très animées souvent, et avec un système de vote. Et là aussi, ce qui est important, c'est que c'est un engagement. C'est-à-dire, si on vote pour un film, on s'engage à prendre sur notre temps pour aller présenter ce film dans un cinéma à l'autre bout de la France, écrire sur ce film, parler de ce film autour de nous, voilà. Donc ça fait 30 ans et en 30 ans, on a aidé 600 films et 450 cinéastes. Mais on se rend compte que sur les premières années de la CID, il y a beaucoup de films qui sont plus disponibles, c'est-à-dire soit pour des raisons techniques de support et de conservation. Et donc, on entame un chantier avec le CNC pour retrouver des copies de ces films et les restaurer et ensuite réfléchir à comment les rendre accessibles, de nouveau accessibles. Mmh. Et en parallèle, on réfléchit à une programmation avec l'ADRC, justement, pour faire circuler à nouveau de ces films en région, avec un ancrage régional. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour finir, un petit coup de cœur récent que vous avez eu et que vous avez envie de partager à nos téléspectateurs. Ah oui, alors donc mon gros coup de cœur, et qui est d'ailleurs un gros coup de cœur de tout le comité de sélection Cannes 2021, c'est Seuil Libré de Laure Portier. Avant même que vous nous expliquiez, je propose qu'on regarde un petit bout de bande-annonce. Moi, je rêve d'avoir une maison à la campagne, d'avoir une femme, beaucoup d'enfants, d'avoir une vie libre. Une vie libre. Pourquoi ce film ? Alors, Seuil Libré, c'est un documentaire, donc, et Laure Portier commence à filmer parce qu'elle rentre à l'école de cinéma l'INSAS en Belgique. Et au moment où elle rentre à l'école de cinéma, son frère, lui, rentre en centre éducatif fermé. Et donc, elle commence à le filmer. Il a 15 ans, en bas des tours, et il fanfaronne un peu en petit caïd. Et elle le pousse dans ses retranchements pour lui dire « Mais non, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu parles pas pour la caméra, tu parles pas pour le journal de 20 heures. Arrête. » arrête. Et le film elle le filme entre ses 15 ans et ses 30 ans. Et justement, c'est un film sur la construction du parcours de son frère et sur la relation entre la réalisatrice et son frère, enfin la relation frère-sœur. Et ce qui est très beau, je trouve, dans ce film, c'est qu'à un moment, il s'empare de l'outil qu'elle lui donne, qui est l'outil du cinéma, pour se mettre lui-même en scène et pour écrire son propre récit. Et il a des idées géniales de mise en scène, où par exemple il se filme en Espagne parce qu'à un moment il a plus d'argent, donc il est à la rue. Et voilà, c'est un film qui est à la fois bouleversant sur ce qu'il raconte et très puissant et singulier dans sa forme. Merci beaucoup. Vous donnez très envie d'aller le voir. Allez-y. Merci beaucoup Pascale Hanoyer. Merci.